À l'été 1951, le village de Pont-Saint-Esprit dans le Gard est victime d'un empoisonnement collectif. Intoxication alimentaire ou complot de la CIA, l'affaire du pain maudit, c'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti, générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo d'Halloween, comme vous pouvez le voir. Cette année, j'ai changé un petit peu de, on va pas dire de déguisement, mais de maquillage pour vous raconter cette histoire-là qui est un petit peu mystérieuse et qui, franchement, donne lieu à pas mal de théories différentes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour vous expliquer un peu l'histoire en elle-même, il va falloir que je vous pose d'abord le contexte dans lequel ça s'est passé, pour ensuite pouvoir vous expliquer plusieurs théories qui ont été émises. Et bien entendu, comme d'habitude, je vous laisserai en fin de vidéo me laisser un petit commentaire avec vos propres théories parce que c'est toujours intéressant. Alors si vous êtes bien prêts, c'est parti, je vous raconte l'histoire du pain maudit. Pour vous poser un petit peu le contexte de cette affaire, nous sommes à l'après-guerre et clairement, après l'occupation allemande, la France est en train de souffrir encore et toujours de multiples pénuries. Et du coup, pour assurer la sécurité alimentaire, les politiques de l'époque vont importer une aide alimentaire venant de l'étranger et ils vont signer ce qu'ils ont appelé un contrat de subsistance avec la population qui est censé finalement assurer le ravitaillement alimentaire dans les campagnes et les villes. La ville de Pont-Saint-Esprit, elle privilégie le travail de la vigne plutôt que du blé et clairement la qualité de farine dans cette région-là est assez médiocre et il y a même plusieurs controverses qui vont éclater. Le 16 août 51, il y a une grande partie de la ville de Pont-Saint-Esprit qui tombe malade et du coup les 3 médecins de la ville sont complètement débordés de patients qui sont en train de se plaindre de maux de ventre, de vomissements, de frissons en alternance avec des grosses bouffées de chaleur et surtout d'hallucinations dans certains cas. Même les chats et les chiens de la ville montrent des troubles du comportement, ce qui est assez spécial. Et du coup, là, sur le coup, les médecins vont se dire, bon, ça ressemble à une intoxication alimentaire, ce qui paraît, sur le coup, assez sensé finalement. Mais le problème, c'est de savoir à quoi. Une intoxication alimentaire, ça peut être 1000 choses. Et sur le coup, ils ne voient pas vraiment de source possible, excepté le pain. Dans les premiers jours, il va y avoir 5 malades qui vont décéder, puis 2 autres le lendemain, et au total, ça va être 130 personnes qui vont être intoxiquées. 6 vont être hospitalisées, dont 3 enfants qui sont dénombrés finalement au total le 21 août 1951. Du coup, panique générale évidemment, ça va pousser les spiripontins. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle à Pont-Saint-Esprit, c'est les spiripontins. Bref, ils vont cesser de manger complètement du pain, qu'ils vont remplacer par des biscottes. Et puis, 2 jours après, la situation va encore se dégrader jusqu'à la fameuse nuit du 25 au 26 août, qu'on a renommée la nuit de l'apocalypse, où il va y avoir 23 personnes qui vont souffrir d'hallucinations et qui vont être internées d'urgence. Il y en a même plusieurs à ce moment-là qui vont carrément se jeter par la fenêtre. Les chiffres varient selon les dires honnêtement, mais entre 200 et 300 personnes vont être atteintes de manière plus ou moins grave. 5 à 7 personnes décèdent, dont une personne qui a seulement 25 ans, et il y a une trentaine du coup de personnes qui sont internées ce coup-ci pour plusieurs mois. Et clairement, très vite, la rumeur va enfler. On raconte que les habitants de la ville seraient devenus absolument tous fous, qu'on entend des cris et des hurlements au milieu de la nuit. Et puis,
pour le coup, en une quinzaine de minutes, il y aurait eu plusieurs personnes qui seraient sorties de chez elles en appelant au secours, en expliquant être poursuivies par des démons, enfin bref, quelque chose de vraiment dingue. À ce moment-là, le maire va appeler la préfecture en plein milieu de la nuit pour envoyer des agents de police. Et quand on va recueillir le témoignage de ces derniers, ils vont expliquer qu'en fait, à leur arrivée, l'ambiance était hyper bizarre. Que personne ne dormait, que le maire était là dehors en essayant vainement de rassurer en fait les habitants de la ville. Ils vont même trouver un homme qui est complètement nu, attaché à une charrette qui hurle au milieu de la pénombre, une femme qui court auprès des fontaines, qui crie des choses qui sont complètement inintelligibles, un peu finalement comme si elle était complètement possédée. Voilà. Et du coup, à l'époque, l'enquête va pas vraiment permettre de connaître la cause du mal qui frappe les habitants de Pont-Saint-Esprit. Et les rumeurs, du coup, vont évidemment bon train, puisque on va accuser le boulanger, ou alors l'eau des fontaines, ou aussi les machines à battre, avant de passer sur un level supérieur. Et là, on va rigoler, parce qu'on va blâmer les grandes puissances étrangères, le diable, le pape, l'Église, Staline, ou encore, attendez, tenez-vous bien, oui, la SNCF. Si. Oui. Alors, aujourd'hui, on les charge parce qu'ils sont en retard, mais avant, on les accusait carrément de rendre malade la population. Voilà. Bon, c'est un style, hein. Pour le bail. Un peu plus sérieusement, le corps médical va alors penser que la source de l'empoisonnement général viendrait du pain, parce que c'est le seul point commun entre toutes les victimes qui finalement en auraient acheté et consommé venant de la boulangerie Roche-Brillant. Et ce dernier aurait en fait finalement contenu de l'ergot de seigle qui pouvait mener à de l'ergotisme. Alors pour information, l'ergotisme c'est une maladie en fait qui résulte de l'intoxication par l'ingestion d'alcaloïdes qui sont produits par justement l'ergot de seigle. Et puis un peu plus tard, on va aussi évoquer une intoxication au dicyandiamide de méthylmercure, qui est un produit contenu dans un fongicide utilisé pour conserver les grains, mais finalement la piste va être assez vite abandonnée. Le maire va alors imposer la fermeture des 3 boulangeries Roche afin que des prélèvements de farine y soient pratiqués. Et finalement, le commissaire Sigaud, qui est chargé de l'enquête, va s'orienter rapidement vers Maurice Maillet, qui est un meunier de Saint-Martin-la-Rivière, qui va être accusé d'avoir mélangé à ces farines du seigle avarié, et aussi vers Guy Bruère, qui lui aurait justement fourni le fameux seigle. Ces 2 hommes-là vont être arrêtés fin août et vont passer 2 mois en prison avant d'être innocentés et d'obtenir une libération provisoire fin octobre 1951. Cette libération, elle est donnée après qu'il y ait eu des analyses pratiquées dans un laboratoire militaire de Marseille qui vont révéler qu'il n'y a absolument aucune trace d'ergot de seigle qui n'est présent ni dans le pain ni dans la farine. Alors voici un petit peu les hypothèses qui ont été émises. La première évidemment c'est celle que je viens de vous donner, celle de l'ergot de seigle. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, le corps médical penchait au départ pour une contamination du pain à l'ergot de seigle. Donc l'ergot de seigle, c'est un petit champignon parasite des graminées qui sécrète entre autres de l'acide lysergique. Cet acide, dont est dérivé entre autres le LSD, est à l'origine de l'ergotisme, comme je vous le disais. Seulement voilà, le problème c'est que ce diagnostic n'a jamais pu être prouvé, même si la thèse reste quand même très probable étant donné le peu de traitements fongicides contre l'ergot de seigle de l'époque. L'hypothèse numéro 2, c'est celle du panogène. En juillet 54, le juge d'instruction va fermer le dossier de cette enquête-là en prétextant avoir trouvé l'origine de l'intoxication massive. Je vous l'ai expliqué juste avant, le panogène ou dicyandiamide de méthylmercure est utilisé pour conserver les grains qui servent à la farine pour la production du pain.
Et si dans un premier temps, la justice va retenir cette hypothèse, elle va finir par complètement abandonner cette piste suite à une thèse en pharmacie soutenue par Cadieux en 1965 et après que Stephen Kaplan, un historien américain, ait mis en doute cette dernière. L'hypothèse numéro 3, ce sont les mycotoxines. Alors, c'est une nouvelle théorie qui a vu le jour en 1982 par le professeur Moreau, qui était un toxicologue spécialiste des moisissures. Et pour lui, en fait, il expliquerait l'intoxication de Pont-Saint-Esprit par des mycotoxines qui se développeraient en fait dans les silos à grains. Alors, c'est une théorie qui est probable, un peu comme toutes les autres finalement, mais ni plus ni moins. La quatrième hypothèse, c'est celle de l'agène. Là encore, c'est une hypothèse qui est complètement probable, puisque l'agène, il s'agit en fait de trichlorure d'azote, qui est un composé chimique pathogène utilisé à l'époque par certains moulins en France, dans des appareils qui sont illégaux de blanchiment de la farine. Et clairement, ingérer de l'agène, eh ben, ça donne les mêmes symptômes que ceux des habitants de Pont-Saint-Esprit, les vomissements, les hallucinations, ce genre de choses là. Et si pour le coup, eh ben, le 3 janvier 1952, la police et les agents des fraudes vont mener des perquisitions chez 152 meuniers, dont 74 vont être pris complètement en flagrant délit d'utilisation de ces fameuses machines, et ben en fait ces derniers vont vite être défendus par l'association de mènerie française qui va mettre en avant la menace de péril qui pèse sur la filière, ce qui va pousser finalement le juge d'instruction à complètement stopper l'enquête. Et enfin, la toute dernière hypothèse en date, c'est celle du LSD 25. En octobre 2009, Hank Albarelli, qui est un journaliste américain, publie le livre qui s'appelle A Terrible Mistake, qui concerne la mort de Frank Olson, un scientifique de Fort Detrick, et aussi qui parle des expériences de contrôle mental qui ont été menées par la CIA dans les années 50. Souvenez-vous, je crois qu'on en a déjà parlé, genre dans la vidéo de Ted Kaczynski par exemple, vous me voyez venir. Bref, vous avez compris. Et donc en fait, il avance dans le livre la théorie selon laquelle la CIA aurait testé le LSD comme arme de guerre par pulvérisation aérienne et par contamination de l'alimentation sur les spiripontins. Dans son livre, il enquête vraiment sur la mort assez mystérieuse de Frank Olson et du coup, il met en évidence les recherches de ce dernier sur la mise au point de techniques d'interrogatoire et d'armes biologiques via justement l'utilisation de drogue. Selon Albarelli, Olson était en charge de la supervision du test sur la ville de Pont-Saint-Esprit. Il avance que le LSD fourni à la CIA était une substance d'étude utilisée dans plusieurs projets, tels que... je vous le donne en mille, c'est bon, vous avez deviné? Allez, MK Ultra. Et pour avancer, c'est dire, il se base sur des documents déclassifiés qui mentionnent justement l'incident de Pont-Saint-Esprit et notamment une conversation entre un scientifique du laboratoire qui aurait fourni le LSD où travaillait justement l'homme ayant découvert cette molécule, Albert Hoffman, et un agent du CIA. Et puis il va s'appuyer aussi sur plusieurs témoignages d'anciens chercheurs justement de la CIA qui lui ont clairement déclaré que la ville avait subi une pulvérisation à base de LSD. Les chercheurs du coup à l'époque avaient estimé que cette pulvérisation là c'était un complet échec et du coup ils auraient entamé une seconde phase de contamination, ce coup-ci via l'alimentation. En gros, ce qu'Albarelli est en train d'expliquer, c'est que les spiripontins, ils auraient clairement été des cobayes, alors non pas en effet du projet MK Ultra qui était encore un peu différent, mais du projet MK Naomi qui était finalement lié. Pour rappel, en 1995, le président américain de l'époque, à savoir Bill Clinton, s'était justement excusé publiquement des expérimentations faites sur des cobayes qui n'étaient pas informés qu'ils l'étaient durant la guerre froide. On est en plein dedans. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un film d'Olivier Pighetti intitulé Pont-Saint-Esprit 1951, 5 morts, 30 internés, 300 malades, le complot de la CIA qui est disponible.
et qui relate en fait finalement les faits en détail en exposant cette théorie de manière du coup un petit peu plus détaillée et un peu plus précise. Il y a aussi un téléfilm qui a été diffusé en 2010 par France 3 qui s'appelle Le Pain du Diable et dont le scénario est complètement basé sur cette affaire. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à lire, à regarder sur le sujet. Enfin, comme d'habitude, en fait, moi, le truc, c'est que je vous relate des faits et je vous laisse ensuite, si vraiment le sujet vous intéresse, vous renseigner pour en savoir davantage si vous en avez besoin. Bref, globalement et jusqu'à preuve du contraire, on peut aujourd'hui estimer que cette affaire, elle est complètement pas élucidé finalement. Du coup, c'est un grand mystère. Donc, je suis vraiment preneuse de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, c'est tout pour moi sur cette vidéo de l'affaire du pain maudit et j'espère qu'elle vous aura intéressé parce que moi, je l'ai trouvée hyper intéressante. Alors, elle m'a été suggérée par Monsieur Z et franchement, merci parce que c'était vraiment cool à traiter. Et maintenant, j'attends en fait vos réactions parce que je suis super curieuse. Donc, voilà. Moi, personnellement, en tout cas, je me dis que le coup du LST, ce serait hyper ouf. Enfin, ce serait complètement dingue en fait, parce que c'est improbable, mais en même temps, je suis tellement plus surprise par ce qui est capable de faire l'homme que je me dis qu'en fait, ça pourrait être crédible, tout simplement. Enfin bref, tout ça pour dire que je vous laisse me faire sauter complètement cette barre de commentaires et me laisser évidemment un pouce bleu si l'histoire vous a plu comme d'habitude parce que ça fait toujours plaisir, parce que ça encourage la chaîne et que ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Bien entendu, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Vous êtes encore beaucoup à regarder mes vidéos sans vous être abonné. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que les psychopathes, il y en a à tous les coins de rue. Ciao!